Bonjour à vous et bienvenue dans cette conférence en ligne dédiée à la relation cédant-repreneur. Je m'appelle Rosemarie Derrien, je suis conseillère transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je suis l'animatrice de cette conférence en ligne d'aujourd'hui. Cette conférence est organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture de Bretagne et les partenaires du réseau transmission. Elle s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'installation et de la transmission qui vous propose 4 webconférences et 2 forums tout au long de la quinzaine, destinés aux porteurs de projets en recherche d'exploitation ou d'associés et aux agriculteurs en réflexion sur leur transmission. Vous pourrez retrouver tout le programme sur le site www.transmission-en-agriculture.com. Sont présents à cette conférence Anthony Froger, conseiller transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour. Maxime Cornet, éleveur en porc et volaille à Brielle en Ille-et-Vilaine. Bonjour. Jean-François Douzeau, animateur du réseau Jeunes agriculteurs de Bretagne. Bonjour à vous. Valérie Lavorel, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour. Bonjour à tous les 4. Alors, vous pourrez à tout moment pendant cette conférence partager des commentaires ou poser des questions en envoyant un SMS au numéro suivant 06 73 21 72 97 qui s'affichera tout au long de la séance. Valérie posera à nos intervenants lors des séances de questions pour avoir des réponses à vos questionnements. Alors, pour commencer, Anthony Froger va vous présenter en quoi consiste la mise en place d'une relation gagnant-gagnant. La deuxième partie est une interview croisée de Jean-Yves Rumin qui s'est installé sur l'exploitation de Bruno Lejeune pour nous expliquer leurs expériences à tous les deux, ayant mis en place un stage de parrainage pour accompagner la période de reprise. Une première séance de questions. On fera appel à Valérie et ensuite, pour finir, Jean-François et Maxime vont échanger en direct sur l'expérience de Maxime dans le cadre de son projet d'installation. Comment s'est déroulée cette période de reprise avec le cédant? Nous conclurons ce webinaire à l'issue d'une dernière séance de questions. Cette conférence en ligne se terminera aux alentours des 14 heures. Je vais maintenant donner la parole à Anthony Froger qui va vous présenter en quoi consiste une relation gagnant-gagnant. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par définir ce qu'est une relation que l'on appelle gagnant-gagnant. Alors, la relation gagnant-gagnant est une situation recherchée où les deux parties s'intéressent aux intérêts de l'autre afin d'optimiser ses propres gains. Dans un processus de négociation, ce qui nous intéresse aujourd'hui entre un cédant et un repreneur, une stratégie gagnant-gagnant cherche une solution favorable aux deux parties. Mais attention, l'expression gagnant-gagnant ne veut pas forcément dire résultat équilibré. En effet, il est difficile de parvenir à une solution totalement égalitaire pour les deux parties, sachant que la situation et la négociation s'apprécie dans sa globalité, en particulier dans ses dimensions qualitatives, c'est-à-dire en prenant en compte ce qui n'est pas quantifiable. Par exemple, l'accompagnement du candidat que peut proposer un cédant afin de maîtriser l'outil de production. Ce qui est surtout important pour arriver à un accord final, c'est que chaque partie bénéficie d'un avantage suffisant pour que son intérêt soit justement d'aller jusqu'au bout de l'engagement. En d'autres termes, c'est la recherche d'un compromis qui satisfait les deux parties par rapport à leur objectif respectif de départ avec un bénéfice partagé. Alors, pour illustrer cette définition un peu théorique, voici un exemple de relation gagnant-gagnant dans le cadre d'une négociation de reprise d'une exploitation entre un cédant et un candidat à l'installation. Quels sont d'abord les objectifs de chacune des deux parties au départ? Dans notre exemple, pour le cédant, ses objectifs prioritaires de départ sont vente de ses bâtiments agricoles et location de son foncier,
conserver et continuer à habiter dans sa maison de ferme, arrêter dans un délai de 1 an maxi, parce qu'il a assez de cotisations pour sa retraite, et avec un objectif de montant de vente à 315 000 €. Pour le repreneur, ses objectifs prioritaires au départ sont achat des bâtiments agricoles et location du foncier, achat de la maison de ferme pour y habiter, il ne veut pas de tiers à proximité, souhait d'un accompagnement d'1 an de la part du cédant pour d'une part maîtriser l'outil de production et d'autre part valider son BPREA, car il lui manque 4 mois de salariat. Pour rappel, pour valider un BPREA, qui est une formation professionnelle, il faut avoir cotisé au moins 4 trimestres. Et enfin, son budget maxi hors maison est de 300 000 €. Alors, pour bien comprendre, on va ensuite diviser le processus en 4 étapes. La première étape consiste à lister et valider les points d'accord. Dans notre exemple, on en a un. Ils souhaitent tous les deux la vente des bâtiments agricoles et la location du foncier. L'étape 2 consiste à lister cette fois-ci les points de blocage. Alors, dans notre exemple, il y en a 3. La maison, le cédant veut la garder pour y rester et le repreneur veut l'acheter pour être seul sur la ferme. Le deuxième point de blocage, le délai de reprise, 1 an maxi pour le cédant. Il souhaite arrêter au 31 décembre pour ne pas payer de cotisation à MSA l'année suivante. Et de 1,5 ans mini pour le repreneur, dont 1 an de demande d'accompagnement. Et enfin, le troisième point de blocage, le montant de reprise, le budget maxi pour le candidat étant dépassé de 15 000 €. La troisième étape consiste à définir les points de blocage sur lesquels chaque partie est prêt à faire des concessions. Pour le cédant, 2 points sont négociables. D'abord, sur le délai d'arrêt maxi de 1 an. Il considère finalement qu'il n'y a pas d'obligation absolue d'arrêt. Ce n'est pas si grave s'il continue un peu parce qu'il est toujours en bonne santé. Et en plus, s'il fait 1 année supplémentaire, il pourra prétendre à 5% de retraite en plus en régime de surcote. Et puis, le deuxième point, c'est sur le montant de reprise. Il est prêt à baisser un peu. Pour le repreneur, en y réfléchissant, il est prêt à revenir sur son objectif d'achat de la maison, car cela ne remet pas en cause la viabilité de son projet agricole. Ensuite, il faut déterminer aussi le non négociable, c'est-à-dire les points qu'on ne peut pas traiter sous peine de ne pas arriver à un accord final. Pour le cédant, quoi qu'il arrive, il restera dans sa maison, parce qu'il ne se voit pas habiter ailleurs. Pour le repreneur, quoi qu'il arrive, il a besoin de 4 mois de salariat pour valider son diplôme. Sans diplôme agricole, il ne pourra pas s'installer. Et puis, il n'obtiendra pas non plus de 300 000 € de prêt. Donc à 315 000 €, le projet n'est pas envisageable. Maintenant qu'on a posé donc les bases du négociable et du non négociable, on peut donc élaborer une stratégie gagnant-gagnant, avec comme résultat au bout de cette négociation le compromis suivant. Le cédant accepte d'une part une baisse de 5 000 € et fait un crédit vendeur entre particuliers de 10 000 €. Je le rappelle, le repreneur ne peut pas obtenir plus de 300 000 € de prêt. Et donc le montant final de la reprise sera de 310 000 €. D'autre part, il accepte également de retarder son départ et prend le repreneur comme salarié pendant 4 mois, puis en stage de parrainage pendant 6 mois, avec l'objectif de le former. En contrepartie, le repreneur accepte que le cédant reste dans sa maison, à condition de signer un pacte de préférence, ce qui lui donne la priorité pour l'achat de la maison en cas de vente. Et sa présence pendant 1 an auprès du cédant lui permettra également de le rassurer sur la cohabitation à venir.
Au final, on voit bien qu'on ne peut pas parler ici d'égalité dans l'accord, hein, car tout n'est pas quantifiable en totalité. Il n'y a pas non plus de perdants dans cet accord, hein, sauf peut-être les 5 000 € du cédant. En tout cas, les deux parties sont gagnantes, car elles ont atteint leurs objectifs principaux, qu'on a déterminés au départ, pour arriver à un accord final avec un bénéfice partagé. Et je terminerai donc cette présentation pour vous exposer les bonnes conditions de mise en place de cette relation gagnant-gagnant et vous donner quelques conseils pour y arriver. Au préalable, il faut être conscient que mon interlocuteur ne me ressemble pas. Il est différent de moi et ne pense pas comme moi. Il peut avoir des normes différentes en termes d'exigence et de valeur en fonction de sa génération, de son éducation, de son milieu socio-professionnel ou de ses expériences. Ensuite, pour arriver à un accord final, il faut établir une relation de confiance qui passe par une honnêteté, une transparence totale des deux parties. Sans climat de confiance, pas de relation gagnant-gagnant. Il faut aussi être clair avec soi-même sur son projet. Pour le cédant, bien définir les conditions de reprise et également les échéances de reprise. Et puis pour le candidat, établir ce qui est nécessaire pour concrétiser le projet d'installation. Il faut bien entendu savoir exprimer clairement son point de vue, sa demande à l'autre, mais aussi savoir écouter et comprendre la position de l'autre. Être empathique, c'est-à-dire être en capacité à se mettre à la place d'une personne pour comprendre ce qu'elle ressent et entendre également que son point de vue puisse être différent du sien. Il ne faut pas porter de jugement sur le projet du candidat ou du cédant. Oublier donc ses préjugés sur l'autre et avoir en tête qu'un repreneur succède mais ne remplace pas un cédant. Discuter dans une position adulte, éviter les rapports de pouvoir, de place, de génération. Et enfin, toujours être dans une attitude positive. Si les deux parties acceptent d'adopter ces quelques consignes, toutes les conditions seront alors réunies pour mettre en place une relation gagnant-gagnant pour aboutir à un accord de reprise. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Anthony pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette conférence. Dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant, il y a plusieurs possibilités d'accompagnement dans le parcours d'une reprise d'exploitation, dont le stage de parrainage qui permet pendant une période donnée de faire connaître l'exploitation et son environnement aux repreneurs, de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire du cédant et également de valider la faisabilité et la rentabilité du projet d'installation. C'est le témoignage de Jean-Yves Rumin et Bruno Lejeune qui vont donc témoigner en parlant de cette période de stage de parrainage qu'ils ont mis en place pour sécuriser la reprise. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves, j'ai 23 ans. J'ai fait mon apprentissage sur l'exploitation en bac pro CGEA à Saint-Yves-à-Gourin. Après, j'ai été faire un CS, un machinisme à Saint-Ségal, sur une autre exploitation. Je suis resté 2 ans là-bas en tant que salarié. Et après, je suis parti au SDAEC faire des remplacements, surtout en lait, qui me plaisaient. Et après, je suis revenu sur l'exploitation faire le contrat de parrainage. Je m'appelle Bruno Lejeune, j'ai 62 ans et donc je cède mon exploitation à Jean-Yves, une exploitation de 365 000 litres de lait sur 77 hectares qui est un système merbagé. Il a fait un contrat d'apprentissage de 2 ans chez moi et après on est resté en contact et il y a 1 an il a repris contact pour reprendre l'exploitation. À mes yeux, c'était une ferme idéale pour moi, avec du pâturage autour, à l'herbe et une petite ferme à taille humaine et rester tout seul sur l'exploitation. Et en plus, il y avait un rapport de confiance entre Bruno et moi, puisque j'étais en apprentissage ici.
J'ai choisi le contrat de parrainage pour prendre les bonnes compétences de chef d'exploitation et comme ça j'étais avec Bruno pour les apprendre. En plus, pendant cette période des 8 mois, j'ai été rémunéré par Pôle emploi. Ça nous a permis de mettre en place une organisation afin que Jean-Yves prenne de plus en plus d'initiatives en fait, et se sente comme chez lui sur l'exploitation. On n'a pas rencontré de difficultés comme on communiquait bien et on se connaissait. Mais dans mon parcours d'installation, l'administratif m'a fait prendre du retard. Et du coup, on a prolongé le contrat de parrainage de 2 mois. Pour moi, ce stage de parrainage a été tout à fait satisfaisant. Ça m'a permis de transmettre mon exploitation à un jeune. C'est vraiment ce que je voulais faire, donc ça m'a permis de faire ça. J'ai eu un bon accompagnement avec Bruno pour prendre les bonnes postures de chef d'exploitation. Le contrat de parrainage m'a permis aussi de faire les formations à mon installation à la Chambre d'agriculture et qui m'a permis de me libérer plus facilement. Moi, mon conseil, c'est la bonne communication entre le cédant et le repreneur, parce que c'est ça qui fait tout. Pour moi, si j'avais un conseil à donner, c'est aussi de savoir se retirer petit à petit durant le stage de parrainage pour laisser la place aux jeunes, en fait. Merci Jean-Yves et Bruno pour ce témoignage, un témoignage qui met en avant la relation d'un repreneur et d'un cédant qui s'est bien déroulée jusqu'à l'installation de Jean-Yves en septembre dernier. Alors maintenant, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous interroger ou réagir en envoyant un SMS au numéro suivant, le 06 73 21 72 97. Je donne donc la parole à Valérie qui a dû recevoir vos réactions et questions. Oui, alors une première question tout d'abord. Combien de temps faut-il compter pour reprendre une exploitation? Alors, pour la reprise d'une exploitation, alors, si on enlève le temps de recherche, bien entendu, parce que ce temps de recherche il peut être plus ou moins long en fonction des critères de recherche d'un candidat. Mais si l'on prend donc le temps entre le moment où le candidat a trouvé son exploitation et le moment où il s'installe, il faut compter entre 8 à 12 mois. Donc pour toutes les procédures, dont certaines ne sont malheureusement pas compressibles en temps, voilà, 8 à 12 mois. Une autre question peut-être, oui. Valérie? Combien de temps dure un stage de parrainage? Alors, un stage de parrainage, la durée mini, c'est 3 mois et on peut aller jusqu'à 12 mois. Ok. Il y a encore du temps pour une question? Oui, il y a possibilité. Si tu en as, oui, tu peux. À quel moment doit-on aborder le prix d'une exploitation? Est-ce que c'est... Il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que c'est à la première visite ou est-ce que c'est après le parrainage? Enfin, à quel moment on parle de tout ça et on fixe les choses? Alors, quand on démarre un parrainage, il faut que toutes les conditions de reprise soient déterminées. La période de parrainage est une période pendant laquelle il y a transmission du savoir-faire dans le cadre d'une reprise. Et dans le cadre d'une association, le parrainage sert à tester l'association. Donc on n'est pas là pour négocier. Toute cette phase de négociation doit être terminée. On sait quelles sont les conditions de reprise. Alors, quand est-ce que donc on parle de prise? Donc c'est avant le parrainage, ça c'est sûr. Déjà, avant de parler de prix, il faut déjà savoir de quoi on parle. Donc c'est toujours compliqué au téléphone de donner un prix. Il faut aller visiter donc l'exploitation dans un premier temps. Et après, on pourra parler de prix. C'est comme quand vous achetez une voiture, on négocie toujours devant la voiture, mais pas au téléphone. Et puis avoir donc les deux parties
l'un en face de l'autre en présentiel, permet de mieux négocier. Alors j'entends bien, parfois, certains candidats disent « oui, mais moi, j'habite à 300 km, je ne vais pas faire le déplacement si au final, le prix souhaité est trop élevé ». Bon, alors effectivement, là, dans ces conditions, un cédant peut, pourquoi pas, donner un ordre d'idée du prix proposé. Mais en tout cas, pour bien négocier, il faut déjà savoir de quoi on parle. Donc, on démarre une négociation et on parle prix une fois qu'on a visité le bien à reprendre. Merci Anthony. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre dernière question, Valérie ? Est-ce que tout le monde peut prétendre au stage de parrainage ? Alors, il y a un certain nombre de conditions pour accéder au parrainage. Des conditions qui sont les suivantes. Il ne faut pas avoir de lien de parenté entre le repreneur et le cédant. Pas de lien de parenté jusqu'au 3e degré inclus, c'est-à-dire jusqu'à l'oncle. Le cousin étant le 4e degré, donc vous pouvez vous installer, faire un parrainage avec un cousin, mais pas avec un oncle. Il faut également avoir un diplôme agricole de niveau 4, c'est-à-dire le niveau bac ou BPREA en formation adulte professionnelle. Et il faut s'installer hors cadre familial, c'est-à-dire vous ne pouvez pas reprendre l'exploitation d'une tierce personne hors cadre familial et vous installer par exemple avec votre frère. Là, on est dans le cadre d'une installation familiale. Donc, il faut soit s'installer seul, donc hors cadre familial, après reprise d'une exploitation hors cadre familial, ou bien s'installer avec un tiers, donc issu de votre famille jusqu'au 3e degré. Il faut également s'engager dans une démarche d'installation aidée. Alors, ça ne veut pas dire qu'au final, vous devez vous installer avec les aides, mais vous devez vous engager dans une démarche d'installation aidée. Et puis après, il y a l'âge. Pour un financement, alors tout dépend du financement. En financement, donc État, l'âge limite, c'est 40 ans. Donc 40 ans à la demande du contrat de parrainage, au démarrage du contrat de parrainage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 41 ans à la fin du parrainage. Et pour un financement Pôle emploi, en Bretagne, on peut aller jusqu'à 50 ans. Alors je dis bien en Bretagne parce que les conditions d'accès au parrainage peuvent être différentes d'une région à une autre. Merci Anthony, merci Valérie. Donc on va te laisser prendre les réactions pour la deuxième partie et on va continuer. Donc nous allons maintenant donner la parole à Jean-François et Maxime pour nous faire part de l'expérience de Maxime. Je vous rappelle que vous pouvez nous interroger ou réagir en envoyant un SMS au numéro qui s'affiche. Voilà, à vous Maxime et Jean-François. Oui, écoute, bonjour à tous déjà. Donc Jean-François Douzeau, donc je suis animateur installation régionale Bretagne chez Jeunes Agriculteurs. Déjà, je vous remercie de cette invitation sur ce webinaire sur la thématique relation gagnant-gagnant entre le cédant et le repreneur. Donc, c'est une thématique qui nous parle, qui nous plaît déjà, je tenais à le souligner. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime, que je vais laisser à la présentation. Donc, bonjour à tous, Maxime Cornet. Donc, moi, je suis jeune agriculteur donc, sur la commune de Brielle, à côté de Vitré, canton d'Argentré-du-Plessis, dont je suis le président des jeunes agriculteurs. Donc, je suis installé en port post-sevrage engraissement et un poulailler de 1500 m² en dindes futures reproductrices sur 42 hectares de terre. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus par rapport à ton parcours, si tu veux bien? Donc, j'ai fait un bac pro CGEA suivi d'un BTS Axe. Donc, j'ai fait tous mes stages en exploitation agricole, lait et porc principalement. Je suis fils d'agriculteur. Mes parents sont installés en lait et en porc. On a arrêté la production porcine il y a quelques années. Donc, j'ai toujours été baigné dans ce milieu-là. D'accord. Et donc, du coup, par rapport à cette thématique, donc la relation entre le cédant et le repreneur, est-ce que tu pourrais justement nous
dire comment s'est déroulée cette rencontre avec le cédant. Alors, la rencontre, c'est vu que c'est un voisin, donc c'est à 500 mètres de l'exploitation de mes parents. Donc je le connaissais un petit peu, j'allais l'aider les week-ends comme j'aidais mes parents. Parce que dès que j'avais du temps libre, je passais mon temps sur l'exploitation. Ah oui, ça veut dire que déjà depuis tout jeune, tu étais baigné dans le domaine agricole, c'est ça? Oui, voilà, j'ai toujours, dès que j'avais un moment, j'allais aider mes parents et notamment le voisin quand il avait besoin sur les cultures. Donc c'est comme ça que je le connaissais. Et au moment où j'ai su qu'il était prêt à céder son activité, on s'est contacté. Et puis voilà, les choses se sont faites naturellement, c'est ça. Et justement, par rapport à ce cédant qui est aussi ton voisin, quelle était sa place dans ton installation? Est-ce qu'il était là pour te donner des conseils? Est-ce qu'il t'aidait dans tes missions? Est-ce qu'il t'aidait dans l'acclimatation de ta prise de fonction? Comment toi, justement, aujourd'hui, avec le recul que tu as, tu vois les choses par rapport à son positionnement? Son rôle, pour moi, il a été très, très important. J'ai eu la chance qu'il a été énormément présent. Donc, à partir du moment où j'ai su que je reprenais son exploitation, j'ai été quand même... j'ai passé pas mal de temps chez lui parce que je travaillais pas à plein temps à côté en tant que chauffeur. Donc, dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais avec lui. Et ce qui s'est passé, on n'a pas fait un contrat de parrainage, mais j'ai fait c'était surtout sur la filière avicole où j'avais besoin de conseils, parce que c'était une filière que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait un lot, ça dure 8 mois chez moi, vu que c'est de la reproduction. Donc j'ai fait son dernier lot avec lui, et lui il a fait mon premier lot avec moi. Et après, quand il a déménagé, parce que moi j'ai repris la maison quelques mois après, quand il a déménagé, dès que j'avais besoin, il répondait au téléphone. Et quand j'avais besoin des fois un coup de main le week-end, si j'étais absent, il était très, très volontaire pour me donner un coup de main. Il a été comme un prof alors, du coup, durant ton installation. Ouais, c'est le mot en plus, parce que avant de s'installer, il était justement professeur en lycée agricole. Donc je pense qu'il savait comment s'y prendre et pour avoir une bonne transmission. D'accord. Et pourquoi justement, alors oui, c'est vrai que c'est ton voisin, mais du coup, est-ce que tu as eu des difficultés dans la recherche de foncier? Pourquoi cette zone géographique et pas une autre? Est-ce qu'il y a une explication à ça ou l'opportunité s'est faite et puis du coup tu as foncé sur cette opportunité-là? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, l'opportunité, mais c'est surtout, moi, la principale chose, c'est la proximité. Du fait que mes parents sont à 500 mètres, moi, le but à moyen long terme, c'est de reprendre l'exploitation des parents. Donc, ça aurait été difficile, je me voyais mal aller m'installer plus loin. Après, ça aurait été difficile de mettre les deux exploitations en commun. Donc, cette proximité, elle a beaucoup joué du coup dans ton installation, mais aussi dans la relation que tu entretiens avec le cédant. Oui, en plus, c'est ça. Ouais, là. Et puis, c'est une zone géographique, voilà, on a des terres à bon potentiel. Enfin, voilà, on est dans une bonne zone géographique. Oui. Mais voilà, moi, la chose la plus importante, ça a été la proximité. Et du coup, aujourd'hui, tu es en élevage de porc, c'est ça? Et volailles. Et volailles. Et est-ce que justement, étant donné que c'est une agriculture assez propre à la Bretagne, est-ce que ça a joué aussi dans ton choix de filière ou pas du tout? Pour toi, c'était normal parce que, étant donné que tes parents étaient aussi dans la filière porc, tu te voyais aussi beaucoup plus tard être dans cette même filière. T'as pas essayé de voir ce qui se faisait ailleurs ou pour toi, c'était ça dès la naissance, dès le début où tu as commencé? Non. J'ai été, avant de m'installer, j'ai été travailler après mon BTS. J'ai été travailler en tant que magasinier vendeur pendant 2 ans parce que j'avais justement envie d'aller voir autre chose. C'était dans un magasin paragricole, mais quand même, ça m'a permis de vraiment de sortir de tout le temps être dans l'agricole parce qu'avant, je faisais des remplacements dans plusieurs exploitations. Et après, oui, la production porcine m'intéressait. La volaille, je connaissais pas, mais après, voilà, elle était présente sur l'exploitation et elle ne me déplaît pas aujourd'hui. D'accord. Et justement, pour cette installation, est-ce que tu as fait des concessions avec le cédant? Est-ce qu'il y a eu des concessions par rapport à ce qu'il souhaitait au départ et ce que c'est devenu? Est-ce qu'il y a eu des concessions entre lui et toi ou ça s'est très bien fait du début à la fin?
Comment toi, du coup, tu vois les choses par rapport à ça? Oui, si, il y a eu des concessions de fait. Moi, l'objectif, parce que j'habitais à plusieurs kilomètres du fait de mon métier avant, et la maison n'était pas disponible tout de suite. Donc au début, j'ai eu la route à faire un petit peu. Bon, après, comme on travaillait ensemble tous les deux, ça a été. Finalement, ça a été pas mal que j'habitais pas sur place, parce qu'il serait parti directement, on aurait été moins présents ensemble tous les deux. Et après, moi, par rapport au montant de la reprise, je pouvais pas lui reprendre tout son matériel. Et puis du fait que moi j'ai une entraide avec mes parents, j'avais pas forcément l'utilité de tout ce matériel. Donc il a accepté de le vendre avant la reprise. Et sinon, les terres. Quand je me suis installé, il y avait 27 hectares à acheter. J'étais incapable d'acheter ça tout seul. Donc moi j'ai préféré acheter les bâtiments d'élevage. Et c'est un investisseur qui a acheté les terres et qui me les a mis à disposition. Donc du coup, si on résume bien la situation, aujourd'hui tu es installé grâce à un investisseur. Donc le consensus, il se fait aussi par son biais. Parce que du coup, tu n'avais pas la quantité suffisante pour pouvoir acheter les 27 hectares, c'est ça? Ah oui, non, je pense pas que la banque m'aurait suivi. 27 hectares, non, c'était trop. En plus des deux bâtiments, porc et volaille, après l'achat de la maison. Donc voilà, pour moi, c'était la solution, dans mon cas idéal, d'avoir un investisseur qui achetait les terres. Et puis pour le cédant, il a pu vendre. Son souhait, entre guillemets, a été respecté. Il ne me les a pas vendus à moi, mais il les a vendus. D'accord. Et tu as essayé aussi avant tout de, je sais pas, de négocier avec le cédant, d'autant plus que c'est un voisin qui a une proximité. Est-ce que tu as essayé de négocier ou directement, toi, ça t'allait de passer par l'investissement? Ouais, c'est moi qui lui a proposé l'idée. De toute façon, il le savait très bien que tout seul, j'aurais pas été capable d'acheter la totalité de la surface. Donc, j'ai acheté un tout petit peu de surface autour de mes bâtiments. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Et non, ça lui a pas posé de problème de faire ce choix-là de vendre un investissement. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres compromis, du coup, avec le cédant dans ton installation, dans la réussite, je suppose, de ton installation? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, tu vois ça comme une réussite, ton installation encore? Oui, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais ma deuxième installation, parce que je me suis installé en 2 temps, je sais pas si je t'ai précisé tout à l'heure, mais en 2017, j'ai repris la porcherie et je travaille encore à l'extérieur. Et je me suis vraiment installé avec le parcours d'installation en décembre 2018, donc j'ai pas encore beaucoup de recul. Mais oui, pour moi, mon installation s'est bien passée. On a toujours bon contact ensemble. Et d'autres compromis, non, le plus gros pour moi, ça a été, je pense, les terres. Et puis la vente de son matériel, mais au bout du compte, on s'y est tous retrouvés. On a été tous les deux, on a atteint nos objectifs. Ça rejoint un peu, je me retrouvais un peu dans ce que vous avez dit tout à l'heure, au début de la vidéo là. Je me retrouve dans ce que vous avez dit. On y a tous atteint nos objectifs. D'accord. Il y a eu d'autres candidats justement par rapport à ce foncier. Est-ce que tu as eu une concurrence? Pourquoi toi du coup et pas un autre? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Voilà. On a été deux candidats, on était 2 candidats opposés. Après, j'étais le seul, entre guillemets, à avoir le suivi du cédant. Donc, je pense que c'est ça qui a joué. Et puis, j'étais un JA à m'installer. Et puis, la proximité aussi, je pense. D'accord. Et aujourd'hui, si tu avais une chose à dire par rapport au fait, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'a fait le cédant et ce que toi, tu as fait dans ta reprise, quel est ton résultat final? Est-ce que tu travailles comme lui? Est-ce que tu apportes, je ne sais pas, une touche de fraîcheur? Comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? J'ai gardé les mêmes productions. Après, non, forcément, j'ai pas la même façon de travailler que lui. Au début, on va dire, je les suivais plus. Après, maintenant, j'ai mon expérience. Donc, j'ai des façons de faire différentes, notamment au niveau des cultures. Lui, c'était pas forcément sa priorité. Donc, toi, tu as développé aussi des cultures, c'est ça? En plus de tes 2 filières principales? Oui, j'ai rajouté une culture qui ne faisait pas. Et puis, c'est pas la même façon de travailler. Après, moi, j'aime bien y passer du temps parce que c'est une production qui me plaît, voilà.
Mais voilà, l'outil de production est resté le même, mais les façons de travailler ont changé. Après, voilà, on n'a pas les mêmes générations. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est ça. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter suite à cet échange? Ce que j'aurais ajouté, c'est que une installation, c'est vrai que quand on dit tout à l'heure 8 à 12 mois, c'est vrai que ça peut paraître long. Après, il y a plein de démarches administratives à faire, mais il ne faut pas que ça freine un jeune. Aujourd'hui, moi, je suis passé par ce parcours-là. J'ai mis 9 mois peut-être à m'installer, mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Et puis, agriculteur, c'est quand même un beau métier. Donc, si vous avez... ça vous tient à cœur de vous installer, il ne faut pas vous mettre des freins. Voilà, quand on est motivé, on y arrive. Et c'est vrai que d'avoir un bon cédant, c'est encore mieux. Un très beau message de Anthony. Qui du coup, on a terminé notre petit échange. Oui, alors oui, en effet, un très beau témoignage. Un grand merci à vous deux, Maxime et Jean-François, d'ailleurs pour Maxime pour avoir pu te libérer, de prendre un peu de ton temps pour venir témoigner, et puis à Jean-François d'avoir pu organiser ce témoignage-là. Un grand merci à tous les deux. Nous allons maintenant prendre le temps de répondre à vos dernières questions. Donc Valérie, je donne la parole à Valérie. Est-ce que tu as des questions pour Maxime et Jean-François? Oui, alors j'ai notamment une question sur les investisseurs. Qui sont-ils? Où est-ce qu'on les trouve? Et également de passer par un investisseur, combien ça coûte? Les effets indirects. Voilà. Alors, les investisseurs, moi, je l'ai trouvé par la SAFER. C'est la SAFER qui m'a trouvé l'investisseur. Donc, qui sont-ils? À vrai dire, je l'ai rencontré qu'une fois, moi, lors de l'achat. Après, moi, ça ne m'a pas engendré des coûts. Voilà, on a mis un bail de 18 ans en place. La durée, moi, me convenait très bien. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais pour moi, c'était l'idéal. D'avoir un bail de 18 ans, ça me donne une garantie longue, notamment sur le temps de remboursement de mes bâtiments. Et puis, le montant de location des terres est le même que si j'aurais loué je loue encore aujourd'hui une partie des terres directement à mon cédant. C'est le même montant de location. Non, ça ne va pas engendrer de coûts supplémentaires. Et je pense qu'il y a différents types de profils d'investisseurs, mais voilà. Moi, ça m'a permis de m'installer. Ouais. Valérie, tu as d'autres questions? Oui. Alors, une autre question, plus pour Maxime, du coup. Le cédant est-il resté sur le site? Dans un premier temps, oui. Pendant 4 mois, il était encore présent sur place. Donc, c'est moi qui me déplaçais. Et après, j'ai acheté la maison. Mais quand je suis arrivé sur l'exploitation, les dates étaient déjà calées d'avance. Ok. Merci Valérie. On a un peu le temps encore de poser 1 à 2 questions, si tu le souhaites. Alors, une question pour Maxime toujours. Avez-vous un conseil à donner aux porteurs de projets qui souhaiteraient s'installer? Un conseil à donner Ou si si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Non, après c'est vrai que moi j'aurais pu mettre en place un contrat de parrainage. Bon, on l'a pas fait sur le papier. Pour moi, sur le terrain, c'était la même façon de procéder. Après, chaque cas est différent, voilà, selon le cédant qu'on a. Mais je pense que d'avoir un cédant quand vous allez le voir pour la première fois, vous voyez bien si c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager et de vous accompagner. Je pense que ça, déjà, pour moi, ça, c'est important. Et sinon, ne pas avoir peur, ce que je disais tout à l'heure, les papiers qu'il peut y avoir à l'administratif. C'est vrai qu'il peut y en avoir quand on voit au début tout ce qu'il y a à faire, mais enfin voilà, il y a aussi
centres comptables ou des personnes comme ça qui peuvent vous aider. Et, donc, faut pas que ce soit un frein à ce niveau-là. Voilà. Merci Maxime. Valérie, est-ce qu'il reste une autre question ou... Il y a encore une question sur les investisseurs. Ça a beaucoup intrigué. Est-ce que les investisseurs sont des personnes ou des organismes? Là, en l'occurrence, moi, c'était une personne. Mais alors, par contre, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas forcément très bien répondu, mais moi, celui que j'ai, c'est pas une personne qui est du tout du domaine agricole. Hein, voilà, c'est vraiment une personne qui a envie de placer son argent dans des terres. Après, c'est vrai que sur le coup, moi, c'est pareil. Hein, je n'étais pas forcément emballé par ce système-là, que ce soit un investisseur qui vient nous acheter des terres. Après, moi, j'aurais pas eu ça, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu m'installer aujourd'hui. Et ce que je me dis, c'est que cette personne-là, étant hors du milieu agricole, et en plus étant loin d'ici, ne reprendra pas ces terres pour les exploiter. Donc, moi, ça me laisse une garantie à ce niveau-là. J'ai un bail de 18 ans. Enfin, ça, pour moi, c'est important d'avoir un bail. Et si, dans quelques années, là, j'ai peut-être plus de moyens d'acheter des terres, je vais pouvoir... je peux en acheter auprès de chez moi et celles-là, les laisser dans ce système-là. Merci Maxime. Anthony va peut-être compléter par rapport s'il y a des questions liées au foncier. Et alors, je voulais apporter une petite précision là, par rapport aux investisseurs. Alors, ce sont des particuliers qui ont envie donc d'investir un peu d'argent dans le foncier. En général, quand ils contactent donc les organismes agricoles, ils sont orientés vers la SAFER. Donc c'est la SAFER parce que les ventes de foncier passent par la SAFER. Les particuliers n'ont pas accès à l'achat de foncier par leurs propres moyens. Et la SAFER, il faut savoir qu'elle ne travaille pas avec des sociétés. Hein. Ce sont uniquement des particuliers. Il faut le savoir également, il y a des dispositifs qu'on appelle les portages de foncier. Donc il y a des portages de foncier financés par la région et les banques également, Crédit Mutuel et Crédit Agricole. Donc pour cette fois-ci, non pas que le foncier soit acheté par des investisseurs, mais que ce soit le jeune qui rachète son foncier, mais au bout de 5 à 10 ans. Voilà. Et ces portages permettent au candidat donc, de rembourser pendant les 5 à 10 premières années de son installation donc, rembourser ses premiers investissements, ses premiers emprunts. Et une fois qu'il a acquis une nouvelle capacité d'emprunt, eh bien, il peut acheter ce foncier-là. Donc il y a ces dispositifs de portage et il y a des investisseurs particuliers. Et pour ces deux situations, c'est avec la SAFER qu'il faut gérer ça. Merci Anthony pour cette dernière précision. Merci à Maxime aussi d'avoir répondu aux dernières questions. Alors, le temps imparti pour notre conférence en ligne est presque écoulé. Vous pourrez trouver toutes les informations que vous souhaitez ainsi que nos contacts sur les sites transmissionenagriculture.com et je me lance en agriculture.com également. Alors je vous invite pour clôturer cette quinzaine de l'installation et de la transmission à vous rendre vendredi prochain le 3 décembre à partir de 13h15 sur la commune de l'Ermitage en Ille-et-Vilaine. Cette demi-journée est destinée à tous les agriculteurs en réflexion ou en phase de transmission de leur entreprise et à tous les porteurs de projets en recherche de foncier ou d'associations. Au nom de toute l'équipe qui a organisé cette conférence, je vous remercie de votre écoute et de votre participation.